Chers auditeurs et passionnés de l'étrange, bienvenue dans le podcast du Salon Fantôme. Je suis votre hôte, Sandy Lakdar, et c'est au coin d'un bon feu de cheminée que je vais vous parler d'histoires paranormales, surnaturelles ou encore de curiosités anciennes. À présent, installez-vous confortablement, oubliez la normalité et gardez l'esprit ouvert. Je suis ravie de vous retrouver pour un nouvel épisode de mon podcast Le Salon Fantôme, avec au programme du jour 2 histoires de fantômes pour le moins déroutantes. Mais vous allez comprendre que si j'utilise le terme d'histoire déroutante, ce n'est pas dans le sens que vous pourriez vous l'imaginer, et vous risquez d'être surpris par les 2 récits que je vais à présent vous partager. Nous sommes au Royaume-Uni, le 31 octobre 1992, c'est-à-dire le soir d'Halloween, une fête dont les Anglais raffolent. Et pour l'occasion, la première chaîne de télé anglaise, j'ai nommé la BBC, a voulu révolutionner le paysage audiovisuel pour la plus grande joie de ses téléspectateurs. En effet, la chaîne anglaise souhaitait être pionnière en créant ce qui n'avait jamais été vu à la télévision. Une émission immersive d'une enquête paranormale en direct dans une maison hantée. À une époque où aucune émission de ce genre n'existait encore, le concept était audacieux et totalement inédit. Cette maison se situe dans l'ouest de Londres et est la propriété de Pamela Hurley, qui vit avec ses 2 filles, Suzanne et Kim. Plusieurs spécialistes de l'univers des hantises travaillent déjà sur ce dossier depuis plus de 10 mois et ils ont d'ailleurs réussi à identifier l'un des esprits qu'ils ont baptisé Mr. Pipe, c'est-à-dire Monsieur Tuyau en français. Et c'est parce que cet esprit s'amuserait à taper sur les différents tuyaux de la maison qu'ils ont ainsi dénommé l'esprit. C'est Suzanne, la plus jeune de la maison, qui est la plus tourmentée par Mr. Pipe. Durant plus de 2 semaines, les bandes annonces de la BBC vont se succéder pour promouvoir ce qui n'a encore jamais été vu à la télévision. Une enquête paranormale, mais qui en plus se déroule en direct. Et pour rappel, nous sommes en 1992. Pas d'internet, pas de plateforme Netflix, Amazon et j'en passe. Nous sommes à une époque où les chaînes de télévision réalisent des scores d'audience de plusieurs millions de téléspectateurs. Donc forcément, quand la BBC décide de réaliser un tel programme, ce sont plus de 11 millions de personnes qui vont avoir les yeux rivés sur leur téléviseur. Tous veulent vivre en direct cette expérience hors du commun de découvrir une investigation dans une maison hantée. Avec au passage le luxe de pouvoir le faire depuis le fond d'un canapé avec un bon bol de pop-corn en main. Il faut dire que pour cette soirée hors du commun, la BBC a mis les moyens. Il y a tout d'abord une hotline ouverte durant toute la durée du direct. En composant le 08 181 181 81, les téléspectateurs pourront partager leurs propres phénomènes paranormaux dont l'histoire sera diffusée à l'écran. Et puis, pour la présentation de l'émission, le choix s'est porté sur Michael Parkinson, une institution de la télévision en Angleterre. Un homme respecté, honnête et avec plus de 20 ans d'antenne. Il est aimé du grand public et est un gage de sérieux. Au cœur de la maison, c'est l'animatrice de télévision pour enfants, Sarah Green, et son mari, Mike Smith, connu pour ses émissions de radio qui s'y collent. Et enfin, le jour tant attendu arrive. Les caméras sont prêtes et tout le royaume a les yeux rivés sur leur poste de télé pour qu'enfin se soulève le voile du tant attendu programme de la BBC nommé Ghost Watch. Durant l'émission, Green suit l'activité paranormale autour de la maison. La tension monte à chaque instant et la famille Hurley est victime sous les yeux médusés des téléspectateurs de nombreux phénomènes.
au point qu'une des filles se fait posséder et que les fantômes prennent carrément le contrôle des caméras. La folie est telle qu'une équipe paramédicale et des policiers sont appelés à la rescousse pour intervenir sur place pendant que l'animatrice cherche la fille possédée qui a disparu dans la pénombre. Le tout devant le grand animateur Parkinson qui ne sait plus quoi faire. D'autant plus que toute l'équipe de production a déjà quitté les plateaux. C'est comme cela que l'émission a été promue et présentée aux téléspectateurs. Sauf qu'en fait, tout avait été tourné longtemps à l'avance, que rien n'était en direct, que tout était truqué. Et la BBC s'est retrouvée dépassée par les événements. La hotline a explosé avec plus d'1 million d'appels enregistrés. Mais parmi ces appels, ce sont plus de 20 000 téléspectateurs fous de rage qui téléphonent pour se plaindre. La BBC doit même bloquer le numéro face aux réactions du public. De nombreux téléspectateurs sont des enfants qui vont être traumatisés. On compte 3 femmes enceintes qui devront accoucher en urgence tellement le show les a mis sous pression. Un prêtre s'est également manifesté, car bien qu'il avait compris qu'il regardait un canular, il pointa du doigt la BBC, pensant que la chaîne venait de réveiller des forces démoniaques avec ce programme. Les gens ont toujours eu confiance en la BBC et dans la qualité de leurs émissions. Mais ce jour-là, ils se sont sentis bafoués et la confiance venait d'être rompue. Parmi ceux qui ont le plus à en vouloir à la BBC, c'est sans doute la famille Denham, qui ont découvert l'émission avec leur fils Martin, qui était comme hypnotisé devant le poste de télé. Puis, quelques jours qui ont suivi la diffusion du programme, le comportement de Martin a commencé à être différent. Il a d'abord commencé à demander par changer de chambre, sans plus d'explications. Puis, le père de famille comprit que leur radiateur qui était allumé faisait le même bruit que dans Ghostwatch et le fameux Mr. Pipe. Le drame arriva finalement 5 jours après la diffusion et Martin se suicida en laissant cette note à ses parents. « S'il y a des fantômes, j'en serai désormais un et je serai toujours avec vous. » 30 ans après le drame, Ghostwatch est devenu culte pour les Anglais et personne n'a oublié. Finalement, Ghostwatch nous montre à quel point le paranormal peut influencer nos émotions. Mais qu'en est-il lorsqu'un canular sort des écrans pour s'inviter dans la vraie vie? C'est le cas de cette seconde histoire où nous allons rester à Londres, plus précisément dans le quartier de Hammersmith. Toutefois, on remonte le temps de presque 2 siècles, puisque c'est en 1804 que notre récit prend place. Mais c'est en 1803 que son histoire débute, lorsque de nombreux riverains du quartier d'Hammersmith ont rapporté avoir vu un fantôme dans les rues londoniennes. Certains parlent même d'attaque de la part de celui qui hante désormais ce début du 19e siècle anglais. On le décrit comme très grand, tout vêtu de blanc. Et pour beaucoup, il ne peut s'agir que du fantôme d'un homme qui se serait suicidé l'année précédente et qui aurait été enterré dans le parc de l'église voisine. Les témoignages de ceux qui ont croisé la route de ce fantôme sont terrifiants. La plupart du temps, ce serait dans les allées du cimetière qu'il se terre avant de vous sauter dessus, voire même de vous saisir à la gorge. Londres ne possède pas de force de police réellement organisée. Alors, pour venir à bout de celui qui terrorise les habitants d'Hammersmith, une patrouille spéciale composée de volontaires du quartier va s'improviser. C'est ainsi que lors d'une ronde dans la nuit du 3 janvier 1804, le citoyen Francis Smith, de 29 ans, fusil à la main et l'œil bien ouvert, décide lui aussi de participer à la traque du fameux fantôme d'Hammersmith. Il est alors un peu plus de 11 heures du soir lorsque sa route croise celle d'une silhouette entièrement blanche. Le temps de lui dire « Qui es-tu? Que fais-tu là ?» que la gâchette est enclenchée et la balle part instantanément. Mais ce n'est pas un fantôme qui reçut la balle, mais un homme
fait bel et bien de chair et de sang, dont l'erreur a été de se rendre chez sa sœur, vêtue de blanc de la tête aux pieds. Il s'appelait Thomas Millwood et était un simple maçon. La balle arriva directement dans sa mâchoire gauche. Sa défunte femme lui avait déjà demandé de mettre un manteau, car on l'avait déjà confondu avec le fantôme à 2 reprises avant cette nuit tragique. Lors du procès de Francis Smith, un vrai problème s'est posé au juge. Smith était-il en légitime défense ou a-t-il tué de manière consciente? Une personne agissant de bonne foi sur la base d'une croyance erronée devrait-elle néanmoins être coupable de meurtre? Tout d'abord, déclarée coupable de meurtre et risquant la pendaison, l'affaire fut portée jusqu'aux oreilles du roi, qui s'impliqua dans la sentence pour finalement la commuer en une année de travaux forcés. Il faudra attendre 204 ans après l'affaire du fantôme d'Hammersmith, c'est-à-dire en 2008, pour que le Royaume-Uni éclaircisse sa législation sur ce point. À partir de maintenant, si le défendeur estime que la force est nécessaire pour empêcher un préjudice en raison d'une croyance erronée de sa part, et qu'il s'appuie sur cette croyance de manière honnête et non déraisonnable, il a le droit à la défense. Et si vous vous demandez, mais alors le fantôme, il est où à présent? Sachez qu'en fait, l'esprit derrière toute cette agitation était en fait un cordonnier qui voulait s'amuser à se déguiser en fantôme pour effrayer les enfants. Ces 2 récits nous rappellent que le paranormal, qu'il soit réel ou simulé, peut provoquer des conséquences bien plus tangibles qu'il n'y paraît. Alors que notre feu de ce soir touche à sa fin, souvenez-vous que notre monde est empli de mystères. Derrière chaque porte fermée, chaque recoin sombre, se cache peut-être une histoire qui attend d'être racontée. Je suis Sandy Lagdar et vous avez écouté le podcast du Salon Fantôme. À très bientôt pour de nouvelles histoires.